Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est comme une semaine sans fin. Ce soir, tout ou presque se reproduit exactement comme dimanche dernier. Une commission interne à l'UMP proclame Jean-François Copé vainqueur. Ce dernier se précipite sur le fauteuil du président de l'UMP. François Fillon dénonce un coup de force et conteste les résultats d'une commission qu'il juge partiale. Et c'est donc reparti pour un tour destructeur, mais jusqu'où? Les parlementaires vont devoir choisir unité ou scission. Invité politique ce soir, c'est le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, dans un instant. La guerre des mots entre le gouvernement et le roi de l'acier, Lakshmi Mittal. Ce dernier attend de sa visite demain avec François Hollande un apaisement après les propos d'Arnaud Montebourg qui dit ne plus vouloir de lui en France. Mais la France peut-elle vraiment se passer du groupe sidérurgique? Analyse dans ce journal de Jean-Louis Gombaud. Les Restos du Cœur lancent leur campagne d'hiver. La saison débute sur fond d'inquiétude alors que le programme européen d'aide aux plus démunis risque de disparaître. Et chaque année, le même constat, de plus en plus de familles et de femmes seules avec enfants viennent demander de l'aide. Plus d'éléments dans ce journal. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Rien n'est réglé. Cette phrase d'Alain Juppé résume la situation actuelle à l'UMP. Jean-François Copé a été déclaré vainqueur par la commission des recours, mais François Fillon conteste ces résultats. L'ancien Premier ministre dénonce un coup de force et n'exclut aucune démarche pour, dit-il, obtenir un résultat incontesté et incontestable. C'est donc reparti ce soir, tout comme dimanche dernier, avec des hypothèses encore plus extrêmes. La saisie de la justice, la scission du groupe UMP à l'Assemblée, scénario noir pour une droite qui ne voit plus le bout du tunnel. Les faits avec Julie Hulin. Les résultats proclamés, la réponse du clan Fillon n'a pas tardé. Hors de question d'accepter un verdict d'une commission qu'ils n'ont jamais reconnue comme impartiale. Cette commission, dite Commission nationale des recours, a jugé tout en étant juge et partie. Par conséquent, le résultat annoncé par cette Commission nationale des recours est un résultat qui n'est pas légitime à nos yeux. Après 2 jours d'examen, la Commission des recours de l'UMP a pourtant tranché en proclamant à nouveau Jean-François Copé vainqueur, avec maintenant 925 voix d'avance. La conséquence de l'annulation des résultats de certains bureaux de Nice et de Nouvelle-Calédonie, bureaux où François Fillon l'emportait largement, mais où des fraudes avaient été constatées par le clan Copé. Le président redéclaré qui choisit à nouveau de tendre la main à son adversaire. À nouveau, je vais proposer à François Fillon de participer à cette équipe avec ceux qui l'entouraient pendant la campagne. Nous avons besoin de lui. Je ne peux pas imaginer que François Fillon continue ses poursuites judiciaires contre son propre parti, sa propre famille politique. Et pourtant, François Fillon n'a clairement pas l'intention d'abdiquer. Toute la journée, il s'est activé pour bloquer l'élection de Jean-François Copé, dépêchant un huissier au siège du parti pour saisir les documents électoraux, sans succès, puis rencontrant Nicolas Sarkozy dans ses bureaux parisiens à l'heure du déjeuner, l'ancien président de la République qui n'a pas voulu s'exprimer pour être l'arbitre de ce duel fratricide. Alain Juppé, médiateur d'un soir, pense que rien n'est encore réglé. François Fillon réunira demain matin ses soutiens parlementaires. Il menace toujours de saisir la justice et pourrait évoquer la constitution d'un nouveau groupe parlementaire. Voilà, et au cours de leur déjeuner aujourd'hui, Nicolas Sarkozy aurait déclaré à François Fillon qu'il n'était pas défavorable à ce que les militants votent de nouveau. Ce soir, il semble que l'ancien Premier ministre s'oriente vers cette hypothèse. Ce scrutin pourrait être organisé, selon lui, en janvier par une commission indépendante, mais surtout pas par le parti qu'il juge verrouillé par Jean-François Copé. Cette hypothèse d'une nouvelle élection a également été évoquée ce matin par Nathalie Kosciusko-Morizet, à l'origine d'une pétition intitulée « Je veux revoter.fr ». La députée revendique ce soir 16 000 signatures. Réponse dans quelques instants d'un proche de Jean-François Copé. Il est également président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Christian Jacob, c'est notre invité tout à l'heure. Dans l'actualité à présent, la multiplication des règlements de compte en Corse, affaire jamais élucidée par la police et la justice, amène le gouvernement à préciser ses ambitions. Christiane Taubira, la ministre de la Justice, a présenté à Bastia une circulaire pénale spécifique. Les détails avec Véronique Pagnon. Christiane Taubira est venue à Bastia pour remettre de l'ordre dans les relations entre la police et la justice.
Son arme, une circulaire de politique pénale spécialement adaptée à la Corse. Nous voulons des résultats, nous voulons la vérité, nous voulons mettre un terme à ces crimes. Nous voulons casser cet enchevêtrement entre le grand banditisme, la criminalité organisée et des homicides. Un comité stratégique régional va être créé pour lutter contre la délinquance économique et financière, ainsi qu'une instance de coordination judiciaire à Paris pour chapeauter le travail des magistrats dans la région. En Corse, à peine plus de la moitié des affaires judiciaires sont élucidées. En cause, le manque de témoignages volontaires par peur de représailles. Face à ce problème très local, la ministre encourage les témoignages anonymes. Quelle horreur. Il y a d'un côté, effectivement, tel que notre droit le permet aujourd'hui, le recueil de témoignages sous anonymat, avec la possibilité pour la défense d'interroger le témoin anonyme, mais ce témoin au moins protégé. Et puis d'autre part, nous travaillons au décret sur les repentis qui permettra de protéger les personnes qui veulent sortir de l'engrenage de cette criminalité organisée. Enfin, pour lutter contre la criminalité financière, Christiane Taubira veut renforcer le rôle du Tracfin, l'organisme chargé du renseignement financier. Et contre l'affairisme et le blanchiment d'argent, certains secteurs comme les jeux, l'immobilier ou les travaux publics vont être surveillés de près. Une circulaire de politique pénale spéciale, le cas est plutôt rare. La garde des Sceaux certifie qu'elle garantira l'application de la politique pénale de la France au-delà des particularismes corses. La même démarche est en cours pour Marseille. Plusieurs responsables politiques étaient reçus à l'Élysée aujourd'hui, dont le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, et le président du groupe socialiste François Rebsamen. Ce dernier en a profité pour plaider de nouveau pour une exception sénatoriale au non-cumul des mandats pour le sénateur maire de Dijon, opposant de la première heure à l'interdiction du cumul. Les sénateurs doivent pouvoir continuer, dit-il, d'exercer simultanément un mandat parlementaire et un mandat exécutif local. Dans l'actualité également, c'est une véritable charge d'Arnaud Montebourg. Le choc des mots, le ministre du redressement productif a lancé qu'il ne voulait plus du groupe sidérurgique Mittal en France. Alors depuis cette phrase, il a un peu nuancé ses propos, mais il continue de s'en prendre directement au propriétaire Lakshmi Mittal et à ses méthodes. Tout cela se déroule alors qu'il ne reste que 4 jours pour trouver un repreneur à Florange et que l'hypothèse d'une nationalisation fait son chemin. La famille Mittal, de son côté, sort de sa réserve et se dit choquée par les propos du ministre. Nous en parlons dans un instant avec notre chroniqueur Jean-Luc Goumbaud. Mais d'abord, voyons ce que représente réellement le groupe en France. Les détails avec Nathalie Guilloire. ArcelorMittal en France pèse lourd. Ses 20 000 salariés répartis sur 150 sites dans tout l'Hexagone. Le sidérurgiste réalise les 2/3 de sa production européenne en France, c'est-à-dire 13 milliards de tonnes de production d'acier par an. Et pourtant, Mittal serait dans une situation difficile. Sur les 7 hauts fourneaux français du groupe, répartis sur les sites de Dunkerque, Fos-sur-Mer et Florange, seuls 5 sont en activité. Et c'est à Florange que 2 hauts fourneaux devraient fermer si l'État ne trouve pas de repreneur. Un autre est maintenu à l'arrêt actuellement à Dunkerque. Le PDG de Mittal justifie cette situation par une baisse des commandes d'acier. La chute est de 25% dans le monde depuis 2007. Mittal est donc un acteur de poids dans l'Hexagone, alors quand le ministre du redressement productif annonce ne plus vouloir de Mittal en France, l'annonce fait du bruit. Et nos invités sur le plateau du 22h, je vous les présente avec plaisir. Invité politique, c'est le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Christian Jacob. Bonsoir. Bonsoir. Interview à suivre ensemble dans un instant. Et notre chroniqueur Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors Jean-Louis, parlons de cette phrase d'Arnaud Montebourg. Est-ce que ça peut d'abord faire évoluer surtout la situation pour Florange? Alors, si on veut comprendre la situation, voir si ça peut évoluer avec cette rodomontade de M. Montebourg, nous ne voulons plus de Mittal en France. Il faut savoir d'abord que Mittal, c'est 90% de l'acier en France. Par ailleurs, la France n'est qu'un pion dans l'ensemble de Mittal. C'est à peine 10% de sa production mondiale. Il fait près de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, près de 100 millions de tonnes d'acier dans le monde. Et il a une vingtaine de hauts fourneaux dispersés dans l'ensemble de l'Europe. Donc il y a fort à parier que ce genre d'invective n'impressionnera pas du tout Monsieur Mittal. Il faut voir par contre que ça reflète un certain désarroi sans doute du ministre du redressement productif qui a des problèmes avec Olney. Cet après-midi, on vient d'apprendre que le fonds souverain libyen ne s'intéressait pas, contrairement à ce qui avait été dit la semaine dernière, à Petroplus. En revanche, l'affaire de nationalisation est quand même plus intéressante parce qu'elle est plus concrète. Effectivement, rien n'interdit à la France de nationaliser Florange
de nationaliser même Mittal si elle le souhaite. Seulement, il faut qu'elle invoque des arguments juridiques solides, c'est-à-dire qu'il y aurait un problème de sécurité nationale qui nécessiterait que l'État mette la main sur Mittal, voire sur Florange, argument que pourrait contester devant les tribunaux européens Mittal lui-même. Et par ailleurs, si la France veut nationaliser, il faut qu'elle offre un prix qui satisfasse, en tout cas, qui soit raisonnable pour Mittal, car il pourrait là aussi dire « je n'ai pas été nationalisé, j'ai été en réalité spolié » et il y aurait un recours devant aussi les tribunaux. Donc cette affaire est possible, mais elle est évidemment compliquée, elle peut nous entraîner très loin. Elle est compliquée, mais supposons, Jean-Louis, qu'il y a nationalisation. Qu'est-ce que ça va changer concrètement et surtout pour les salariés? Alors justement, ce qu'il faut bien voir, c'est que la nationalisation, contrairement à ce que l'on dit, n'est pas totalement passée de mode. Gordon Brown, le travailliste, avait nationalisé Royal Bank of Scotland en pleine crise financière pour sauver cette banque. Obama a nationalisé General Motors. Et ça l'a beaucoup aidé pour sa campagne. Et ça l'a beaucoup aidé. Rappelez-vous du slogan de Joe Biden qui disait le quinquennat, pas le quinquennat, mais les 4 années du président Obama, c'est Ben Laden est mort, General Motors est vivant. Ceci est donc passé par une... Et puis l'expérience récente, ce sont les fameuses nationalisations de la France de 1982, de la France de François Mitterrand. On a nationalisé l'ensemble du secteur bancaire et 9 groupes industriels. Et quand on regarde le destin de ces groupes, certains ont survécu, ont prospéré. Depuis, ils sont revenus à la privatisation, comme Saint-Gobain par exemple. D'autres ont carrément disparu, ce qui montre bien que ce n'est pas une solution immédiate, évidente. Rhône-Poulenc n'existe plus. Péchinet n'existe plus. Usinor, c'est maintenant Mittal. Donc en réalité, la nationalisation ne les a pas sauvés. En revanche, ça donne un sursis. Ça donnerait un sursis, parce qu'il y a une sorte de garantie publique, quoique cette garantie publique diminue avec la montée de la dette publique, mais ça donne un sursis, mais ce n'est pas une solution automatique. Il faut trouver une solution autre que la nationalisation. De long terme. Mais Christian Jacob, est-ce que l'idée, ce mot de nationalisation, ça vous choque ? On sait que ça ne peut en aucun cas être une solution de fond. Vous venez de le dire très bien. Les nationalisations de 84, on voit bien que ça n'a pas apporté de solution. Non, ce qui est surtout choquant, c'est les invectives d'avoir un ministre de la République qui invective. On se rappelle de l'épisode avec la famille Peugeot. La manière dont M. Montebourg s'est conduit avec la famille Peugeot est lamentable. Et là, recommencer par l'insulte, l'invective... C'est pas le signe d'un volontarisme politique, Christian Jacob. On se souvient que Nicolas Sarkozy n'avait pas été beaucoup plus tendre avec Peugeot. Non, on est dans la caricature, là, et on est proche de l'insulte. Ça n'a pas de sens. Il y a 20 000 emplois, et c'était dit à l'instant, sur l'ensemble des activités monde de Mittal, la France, c'est moins de 10%. Donc, on a aussi besoin de ces 20 000 emplois. Alors, il y a peut-être des solutions intelligentes à trouver. Là, on a en fait une partie du secteur sur les 3 000 emplois ou les 2800 de Florange. On a 600 emplois qui sont menacés. Il est normal que le ministre et le gouvernement soient mobilisés sur ce sujet. Mais on peut pas l'être par l'invective ou par l'insulte. De cette manière, c'est pas possible. Mais s'il n'y a pas de repreneur, l'idée de nationalisation, vous n'êtes pas contre si c'est une ultime je pense solution? Non, la nationalisation n'est pas une solution. Et en tout cas, n'est en aucun cas une solution durable. Que l'État intervienne à certains moments, puisse jouer un rôle de relais dans le cadre d'un accord global, etc., tout peut se regarder parce qu'il y a 600 emplois en jeu, mais on sait pertinemment la nationalisation en tant que telle n'est pas une réponse. Jean-Louis, il y a une solution de juste mesure, de juste équilibre entre nationalisation et un repreneur complètement externe? L'idée de M. Montebourg, c'est je nationalise, je mets la main sur Florange et je le revends pratiquement immédiatement à un groupe privé intéressé. Car effectivement, le problème qui est posé, c'est que Mittal ne veut pas vendre l'ensemble du site. Il veut vendre une seule partie. Et une seule partie n'est pas viable. Et donc il veut tout. Et il la revendrait à un repreneur privé. Donc ça serait une nationalisation temporaire. Il ne s'agirait pas d'une nationalisation définitive. Mais cela dit, est-ce qu'il y a véritablement un repreneur pour reprendre l'ensemble de Florange? C'est une autre question. Bien, nous suivrons ce dossier ensemble. Christian Jacob, nous avons évoqué les affaires courantes. C'est une parenthèse à ce qui vous préoccupe en ce moment, c'est-à-dire encore la suite du feuilleton de l'UMP. C'est la première fois ce soir que François Hollande s'exprime sur le sujet. Interrogé sur la crise à l'UMP, le président François Hollande prône un gouvernement encore plus exemplaire face à ce qui se passe à l'UMP. Il vous oppose l'exemplarité.
pas grand-chose à dire. Ce qu'on souhaite, c'est peut-être que le président de la République se mobilise sur le chômage, sur les grands sujets économiques, sur le budget de l'agriculture, sur tout ce qui mobilise les intérêts de la France, plutôt que de regarder ce qui se passe dans un parti politique. Et là, ça fait une semaine qu'il ne s'était pas exprimé, c'était une réaction. Oui, alors, mais on aurait préféré l'entendre sur d'autres sujets. Alors parlons de ce qui se passe. Justement, la situation semble de nouveau bloquée ce soir. De plus en plus de voix, vous les entendez sûrement, s'élèvent pour un nouveau vote. C'est une volonté des sympathisants, des militants. C'est peut-être une façon salvatrice de tourner une fois pour toute cette page. Que répondez-vous ce soir? Bon, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu de l'appel à l'union. Les résultats viennent d'être proclamés par la commission de recours. Dans cette commission siégeaient des gens qui ont pris position et soutenu François Fillon, d'autres qui ont soutenu Jean-François Copé, d'autres n'avaient pas pris position. Je crois que la commission a fait sérieusement son travail. Les résultats sont proclamés. Je pense que maintenant, il faut vraiment se rassembler à la fois. Ma question précisément, oui, mais ce nouveau vote. Moi, je ne pense pas, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de rouvrir une campagne électorale. Il faut arrêter. Quelles que soient les personnes qui soutiennent cette idée, on dit que Nicolas Sarkozy serait favorable. Non, mais écoutez, on vient de passer 4 mois de campagne électorale. On vient de passer 10 jours catastrophiques pour l'image de l'UMP. Est-ce qu'il faut rouvrir une campagne électorale? La réponse est clairement non. Pourquoi vous le craignez? Seul un mauvais gagnant craint ce scénario d'un nouveau vote. Mais attendez, je pense qu'il faut aussi être responsable et raisonnable, se mettre à la place des militants de notre électorat. Ils ont peut-être envie que ce feuilleton s'arrête et qu'on se mette au vote. Oui, non. Vous savez, c'est les mêmes sondages qui annonçaient que François Fillon gagnait avec 70%, 48 heures avant le vote. Donc, bon, je pense que la main tendue de Jean-François Copé est sans ambiguïté. François Fillon doit avoir toute sa place à l'UMP. C'est les gens qui lui en sont le plus proches. Christian Jacob, quel meilleur moyen, dites-nous, que celui du vote pour Jean-François Copé d'effacer enfin les soupçons qui entachent le scrutin et qui forcément entachent sa crédibilité, même de vainqueur ce soir? Parce qu'on ne va pas recommencer un vote. Il y a 2 commissions qui se sont prononcées sur ce résultat. Cette commission a travaillé avec, je crois, des juristes, des avocats, des huissiers, enfin tous les gens, tous les observateurs qui ont souhaité participer ont pu y participer. Maintenant, il faut arrêter ce feuilleton, se mettre au travail. Moi, j'appelle clairement mes collègues parlementaires et députés de l'UMP et sénateurs à rejoindre les bancs de l'hémicycle. On se met au travail. C'est cela que les Français attendent de nous. On va parler des parlementaires, mais imaginez, puisque vous êtes président du groupe à l'Assemblée, imaginez à chaque fois qu'il posera une question à l'Assemblée nationale, Jean-François Copé, lui qui a si souvent dit, et il y a encore dernièrement, il a dit que François Hollande avait été élu sur un malentendu. L'opposition lui répondra toujours qu'il est illégitime. Vous le savez, ça va durer. Mais quand les résultats sont proclamés, ils sont proclamés. Là, 2 commissions ont travaillé. Alors, on peut effectivement, à chaque fois que le résultat de l'élection ne convient pas, dire il faut refaire une élection. Mais moi, je me mets à la place des militants, des sympathisants, des Français tout court. Je pense que ce feuilleton a assez duré et chacun doit trouver sa place. On a besoin de François Fillon à l'UMP. Et on a besoin de tous les gens qui l'ont soutenu parce qu'on est sur un résultat très serré. On est sur du 50-50. Donc il faut que tout le monde soit uni et rassemblé. Sur ce sujet, une dernière question sur le nouveau vote. Si Nicolas Sarkozy l'appelait publiquement par un communiqué, est-ce que vous changerez d'avis? Mais je crois d'abord qu'on n'en est pas là, sauf erreur. En principe, quand Nicolas Sarkozy a envie de s'exprimer, c'est assez clair et il le fait avec beaucoup de clarté. Nous n'en sommes absolument pas là. Toutes les voies de recours légales, c'est-à-dire qui sont inscrites dans nos statuts. Je rappelle que dans cette commission, je le dis à l'instant, vous avez des gens qui ont soutenu chacun des 2 candidats et d'autres qui n'en ont soutenu aucun. Cette commission, elle n'a pas été composée par Jean-François. Non, mais d'accord. Non, mais on peut toujours la contester. Simplement, elle n'a pas été composée par Jean-François Copé. Elle a été composée à l'époque où Xavier Bertrand était secrétaire général. Les membres qui y sont élus. Elle a travaillé sur des recours. Mais je pense vraiment. Élus directement. Si, ils ont été élus par les militants et ça a été fait à l'époque où Xavier Bertrand était secrétaire général. Donc maintenant, moi, ce que j'ai envie, c'est que nous fassions notre travail d'opposants. Autre actualité ce soir, c'est le spectre
vous allez nous en parler d'une scission du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Vous nous direz dans un instant s'il y a selon vous véritablement un risque ou alors, eh bien, si c'est de l'ordre du fantasme. En tous les cas, les parlementaires proches de François Fillon se réunissent demain pour en parler. L'ancien Premier ministre assure, lui, qu'il ne sera pas l'artisan de la division de l'UMP, mais certains envisagent quand même de faire bande à part avec à la clé une conséquence non négligeable, l'argent, toujours véritable nerf de la guerre. Les explications de Jérôme Rabier. Il reste 5 jours pour décider, 5 jours pour peut-être bouleverser l'équilibre financier de l'UMP. D'ici à vendredi, les parlementaires doivent en effet décider à quel parti ou groupe politique ils sont affiliés. Et c'est de cette déclaration que dépend le versement d'une partie du financement public de la vie politique. Si une partie des troupes fillonistes décide de créer un groupe à part dans les deux assemblées, une grosse somme d'argent échapperait ainsi à l'UMP. Car pour chaque parlementaire recensé, un parti politique reçoit 42 000 € de dotation. Si 100 parlementaires suivaient François Fillon dans un groupe à part, cela représenterait 4,2 millions d'euros de pertes pour l'UMP, soit 20% des 20 millions d'euros du budget annuel de fonctionnement. Une catastrophe pour un parti politique dont le budget a déjà fondu de 30% après les défaites électorales au Sénat et à l'Assemblée. Dominique Dor, qui était jusqu'à aujourd'hui le trésorier de l'UMP, avait il y a déjà plusieurs mois alerté sur la situation au plus bas du parti au point de vue financier. C'était bien avant d'imaginer les querelles actuelles qui pourraient également voir fondre le nombre d'adhérents à l'UMP et donc l'argent des cotisations qui y sont liées. Alors Christian Jacob, hasard du calendrier, ce vendredi, chaque parlementaire UMP doit déclarer officiellement quel est son parti politique. Est-ce que vous, ce soir, vous dites qu'il y a un risque de scission de votre groupe ou est-ce que c'est de l'ordre du fantasme? Non, il n'y a pas de fantasme, c'est simplement... Donc, il y a un vrai risque. Non, mais revenons au fond. Pour quelle raison un groupe parlementaire, un groupe à l'Assemblée ou au Sénat est affilié à un parti politique? La déclaration, on fait une déclaration de politique lorsqu'on crée un groupe parlementaire. La déclaration du groupe UMP... Non, mais attendez, non, je ne vous fais pas un cours. Non, mais simplement, il n'est pas stupide de parler un peu du fond. Mais vous êtes à la tête de ce groupe, est-ce qu'il y a des risques ce soir? Je vous réponds. Quand on fait la déclaration de politique générale de notre groupe, la première phrase, c'est fier du bilan de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Et donc, c'est sur ce socle idéologique que le groupe parlementaire est constitué. Donc, je ne vois pas comment il pourrait y avoir un parti politique et deux groupes parlementaires. Donc, vous dites heureusement que ce n'est pas sur le bilan de Jean-François Copé? Non, mais attendez, on ne parle pas de ça. Un groupe politique, ça s'appuie sur un socle idéologique. Le socle idéologique, depuis 2002, il s'appuie sur le quinquennat de Jacques Chirac et sur celui de Nicolas Sarkozy. Pendant 5 ans, François Fillon a été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Il a également été le ministre de Jacques Chirac. Et donc, à partir de là, sur quel socle idéologique? Oui, mais j'ai tout entendu. Demain, il y a une réunion entre les parlementaires qui sont proches de François Fillon. Vous avez, j'imagine, eu au téléphone, rencontré de nombreux parlementaires. Oui, bien sûr. Certains vous ont-ils dit qu'il y a un risque qu'il quitte le groupe, tout simplement? Je pense qu'il y a que ce risque que ce fait ne peut pas exister. Il ne peut pas exister parce qu'on ne peut pas avoir un parti politique et deux groupes parlementaires. Vous imaginez sur un texte... Non, mais imaginez... C'est possible, ce que veulent les autres. Oui, mais d'accord. Mais imaginons simplement, il faut aussi appliquer le principe de réalité. Lorsqu'il y aura un texte du gouvernement, il y aura 2 explications de vote du groupe UMP Canal Historique et du deuxième groupe. Tout ça n'a pas de sens. Et donc je pense que ce risque-là, lorsqu'il est évalué, on voit bien qu'il ne peut pas se produire. On ne peut pas... Mais sur quoi vous vous basez? Quelle garantie vous leur offrez dans ce groupe pour qu'ils soient eux-mêmes respectés, entendus après tout ce qui s'est passé? Mais parce qu'ils l'ont toujours été, tout simplement. Oui, mais ça risque de changer. Il s'est passé quand même quelque chose. Non, sauf erreur, le président n'a pas changé. C'est toujours moi qui en suis président et j'ai toujours veillé, parce que d'ailleurs, tous les députés qu'ils aient soutenus l'un ou l'autre des candidats me reconnaissent, d'avoir fait en sorte que chacun ait toute sa place dans le groupe. Et ce qui est le cas aujourd'hui, que ce soit sur les vice-présidents, sur les différents postes de responsabilité, mais que la famille doit être unie. Nous avons connu des moments difficiles, vous savez, Balladur-Chirac, on s'en est remis, la dissolution de 97, les élections régionales de 98, avec des soutiens à certains moments du Front National. On s'est remis de tout cela. C'est vrai qu'il n'y avait pas les chaînes info à l'époque, mais on s'est remis parce que l'union de la famille politique a été plus fort que le reste. Il n'y avait pas surtout de transparence de votre parti aussi. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs la démocratie qui vous a mis dans cet état? Le groupe a toujours été le pôle de stabilité et il le restera.
Vous en êtes convaincu, donc demain, écoutez, oui, c'est ce qui ressortira de la réunion avec les proches de François Fillon. Entendu, mais j'en suis convaincu. Merci Christian Jacob d'avoir été notre invité. Merci Jean-Luc Gonvaux d'être resté avec nous sur ce plateau. La suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info de Cécile Sixou. Il s'appelle Gilberto Rodriguez Leal. Il a été enlevé le 20 novembre au Mali par le mouvement pour le djihad en Afrique. Et dans cette vidéo diffusée sur un site mauritanien, il demande au gouvernement français d'intervenir pour sa libération. C'est la première preuve de vie de l'otage français. C'est à Doha, au Qatar, chez le champion du monde des pays émetteurs de CO2 par habitant que s'est ouverte ce matin la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. 200 pays réunis pendant près de 2 semaines. Objectif, décider de l'avenir du protocole de Kyoto, mais aussi poser les bases d'un nouvel accord pour 2015. Nous avons le financement et nous avons la technologie pour contenir le réchauffement à plus 2 degrés et rester sur la bonne voie. Les spécialistes prévoient une augmentation globale des températures de 4 degrés d'ici 2060. Ce matin encore, près de cette barricade, les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ne semblent pas se calmer. Mais ce soir, à Notre-Dame-des-Landes, l'heure est à l'apaisement. Le gouvernement propose d'entamer des discussions avec les opposants au projet, mais pose ses conditions. Il stoppera ses opérations de gendarmerie s'il cesse les occupations illégales. Samedi déjà, Jean-Marc Ayrault a fait un premier pas pour désamorcer le conflit. Il a notamment proposé la création d'une commission de dialogue et repoussé de 6 mois le début des travaux. Enfin, une bonne nouvelle pour l'emploi. Amazon, le géant du commerce en ligne, prévoit d'ouvrir un nouveau centre de distribution près de Douai dans le Nord, avec à la clé 2500 emplois d'ici 2015. L'entreprise américaine va donc bénéficier d'aides publiques, même si elle est visée par le fisc français. Quelques mois après la présidentielle, l'affiche du candidat Nicolas Sarkozy inspire toujours. Cette fois, c'est le dessinateur Baudry de rue 89 qui la détourne, avec en toile de fond la bataille UMP qui laisse la droite exsangue. Et dans l'actualité également, les Restos du Cœur qui lancent leur campagne d'hiver. La saison débute sur fond d'inquiétude alors que, vous le savez, le programme européen d'aide aux plus démunis risque de disparaître. Et chaque année, c'est le même constat inquiétant. De plus en plus de familles et de femmes seules avec enfants viennent demander de l'aide. Alors, n'oubliez pas, faites un don. Tous les détails, eh bien, vous les trouvez sur le site restoducoeur.org. N'oubliez pas donc, belle soirée, à demain. Avec plaisir. Je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas de prendre soin. Mais juste à manger et à boire. Un peu de pain et de chaleur. Dans les restos du cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Tout le monde le connaît, Didier. On est habitué avec lui, c'est vrai. T'es là, t'as un problème, tu peux pas payer ta visite médicale, il n'y a pas de problème. Il soigne tout le monde, Didier. Et puis il nous aide, ils aident nos enfants. C'est même plus un médecin, c'est un copain. Un familier, quoi, il fait partie de la famille. Un médecin, c'est un être humain, il a le droit de partir à la retraite aussi. Et le pire, c'est qu'ils vont tous partir en même temps. Tout peut arriver, hein. Mais c'est rempli. Tu peux pas avoir une place. Les gens, à 7h du matin, ils sont devant la porte. Oui. Après, un médecin qui a consulté depuis 7h du matin jusqu'à 22h, combien de patients il a pris? Est-ce que c'est encore efficace? Heureusement qu'il y a des jeunes qui sont venus s'installer, sinon ça aurait été le désert. Je crois que la maison de santé va résoudre beaucoup de problèmes. Quand j'arrive au cabinet, j'oublie ma douleur.
on trouve quelque chose qu'on ne trouvera pas, qu'on ne trouvera jamais après. Moi, je le dis parce que nous aussi, les malades, on a fait notre enquête. Hein. Tu es là, avec nous, et pour nous, et tu nous as vraiment assisté dans les moments très difficiles, et on est accroché à ce fil, grâce à toi. Mais moi, personnellement, je parle de mon cas, il y en a beaucoup d'autres comme moi, que ce soit sur les Francs-Moisins, ou sur la région parisienne, ou sur la Seine-Saint-Denis, parce que moi j'ai déjà été dans la salle d'attente en face des gens qui viennent de loin pour venir te voir, Didier. T'es un médecin rare. Oui, mais ça c'est parce que ce sont des histoires qu'on a vécues ensemble, oui, qui a fait qu'on s'est vu souvent dans des moments difficiles. Absolument. Et ça aussi, ça crée du lien. J'ai été soutenue. Oui, ça crée du lien, mais on peut quand même essayer de penser que il y a quand même d'autres médecins, et notamment, moi j'ai beaucoup confiance aux jeunes médecins qui sont installés à la place santé, oui, pour pouvoir continuer à travailler en retrouvant la même chose que tu trouvais ici. Il y a aussi autre chose, parce qu'on a une facilité de parler avec toi. Cette parole, avec quoi on explique, on rigole, tu nous fais le foufou, ça pour moi c'est une thérapie très très rare. C'est pour ça, dès que je viens ici, je suis déjà guérie. J'ai du mal à me séparer. Mais oui, mais tu te rends compte que si tous les gens, quand je vais partir, sont dans cette tristesse-là, mais moi aussi, pour moi, c'est difficile. Allez, faut pas t'en... Je suis sûr que ça se passera bien. Tu les connais, les jeunes médecins? Eh bien, il faut aller les faire connaissance. Si tu avais rencontré Maxime ici, tu as rencontré Lorraine, tu as rencontré... Je suis sûr que ça... Je suis sûr que ça va bien se passer. Non, dans ma tête c'est très dur. Dans ma tête, parce que j'ai passé par des moments très très difficiles. Eh Jamila, ça voudrait dire qu'il ne faut pas que j'arrête? J'ai du mal. Tu me vois à 80 ans, à jouer au docteur encore ici à 80 ans? Ça serait dangereux pour tout le monde. Je sais. Mais moi j'exprime ce que je ressens pour toi. Allez, je l'ai dit à plus de ça, je l'ai dit à mon pharmacien, je l'ai dit non, je ne laisserai pas partir. Oui, je sais, il m'a dit que tu voulais me kidnapper. Bon, allez Jamila. Je ne me suis jamais montrée comme ça devant toi. Je sais que tu as besoin du repos, je sais que tu as besoin de ta retraite et c'est légitime. Mais crois-moi, Didier, tu laisseras des orphelins ici. Allez. On vote. Maxime, as-tu l'intention d'être mon co-directeur? Est-ce que ça t'intéresse? Non, mais c'était dans la logique parce que je suivais le projet depuis le début, que ce soit moi au moins au début. Après, bon, on verra pour la suite. Mais de toute façon, la décision revient au bureau. Bon, le bureau. Bienvenue. Quand j'ai fini mes études de médecine, j'avais envie d'articuler ma révolte contre l'injustice, ma connaissance que j'avais des milieux populaires, mon milieu, ce que j'avais appris en travaillant à l'usine, ce que j'avais appris dans mes voyages, que j'avais appris en militant, parce que je militais déjà pour essayer de changer cette société. Et je pensais qu'on pouvait faire de la médecine avec ce savoir-faire de la vie des cités. Maintenant, il faut que les anciens ils puissent laisser leur place aux jeunes. Et j'ai envie d'accompagner cette création d'un centre de santé. Mais je ne porte pas tout sur mes épaules. Là, on est en train, entre guillemets, de capitaliser le travail fait depuis 20 ans dans l'association. Voilà. Et c'est vrai que tout ce que l'on fait à l'association, quand on parle d'amélioration de la santé et du bien-être, ce n'est en effet pas que sur la question de l'absence de maladie. Il y a beaucoup de discussions à ça. Et du coup, où est-ce que s'arrête la mission des médiatrices? Tout peut être santé quelque part. Quand quelqu'un vient nous voir complètement stressé parce qu'il vient de recevoir un courrier qu'il ne le comprend pas, est-ce que ça a un rapport avec la santé? Est-ce que c'est notre boulot de relire un courrier pour expliquer tout ça? Il ne s'inquiète pas, il peut dormir tranquille. Voilà, qu'il ne s'inquiète pas, qu'il peut dormir tranquille. Bah oui, c'est le bien-être mental. Eh bah oui. Donc, très souvent,
le patient se présente uniquement sur son aspect médical. Nous, des fois, on sent qu'il y a autre chose, mais il faut être en capacité de faire émerger cette autre chose. Et surtout, quand on l'a fait émerger, y apporter une réponse. Si tu le fais émerger pour dire « Ah, mon pauvre ami, ben, maintenant que vous m'avez raconté tous vos soucis, ben, vous êtes bien dans la marde. Eh ben, au revoir, hein, et puis surveillez bien votre glycémie. » Faut que vous compreniez bien ce qu'elles sont en capacité de faire pour savoir pourquoi à un moment ça vaut le coup d'orienter une personne vers une médiatrice ou pourquoi ça vaut le coup à un moment de demander à une médiatrice de venir travailler avec vous dans le cadre de la consultation. Un cadre légal en plus qui va nous... Évidemment que cette réflexion, il va falloir la poursuivre régulièrement sur où on va dans le partage d'informations. Salut monsieur Maté, tu vas bien? Bah écoute, c'est un grand jour. Messieurs, dames, vous tirez avec nous la ficelle? Vous êtes prêts pour la photo? 1, 2, 3. « 60% des médecins de la cité et des soignants, des infirmières, des kinés vont partir à la retraite dans les 3 ans, maintenant 2-3 ans. Donc il fallait anticiper pour ne pas se retrouver sans rien pendant un certain temps. D'où l'idée de construire le projet avant le départ des futurs retraités pour qu'un échange puisse se faire, une montée en charge puisse se faire et surtout un échange de savoir de la manière dont on fait de la santé dans le quartier, qu'on puisse transmettre, nous les anciens, si je puis dire, aux nouveaux et aux jeunes. Ça, c'était un des premiers aspects. Et puis, enfin, on a eu l'occasion d'associer dans le même endroit le médical, le social, la prévention, l'éducation, toute une série de choses que l'on faisait déjà un peu dispersées, mais qui là va être beaucoup plus fort par le fait qu'on va entraîner une synergie et une véritable offre de santé et non pas simplement du soin. Ça rendez-vous? Didier, là, je trouve qu'il en jette. Il s'exprime bien, il a investi politiquement, syndicalement. C'est un sacré bonhomme, je trouve. Alors, je crois pas qu'un médecin puisse remplacer un autre, parce que c'est pas possible, il y a 15 manières de travailler différentes. Mais après, les patients souvent s'adaptent en fait. Ils vont peut-être regretter des choses chez Didier qu'ils ne trouveront pas chez nous, évidemment, parce qu'on n'a pas la même façon de travailler, le même charisme, etc. Mais ils vont peut-être aussi être contents de trouver d'autres choses. On va pas imiter Didier. Tiens-toi comme une princesse. 1m37. 1m37. Tiens, viens là, on va regarder. Là, tu as 7 ans, presque 8. Donc, tu es plus grande que la moyenne. Et tu es aussi plus lourde, regarde. Normalement, tu devrais, comme tu es plus grande, tu as le droit de dépasser de la courbe du poids. C'est-à-dire que tu devrais être à peu près ici, faire 35 kilos. Là, tu fais 41. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Tu sais ce que ça veut dire dramatique? C'est pas la catastrophe. Hein? Ça veut dire, maintenant, toi, tu vas continuer à grandir. Et ce qu'il faudrait, c'est pas continuer à grossir. C'est que ton poids, il reste un petit peu à 41 kilos. Alors que tu grandis. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faut grandir, mais plus grossir. Et pour ça, il faut supprimer... Bah, pas tout le chocolat, t'as le droit de manger du chocolat, c'est trop triste de pas manger de chocolat. Mais les bonbons, oui. Alors... Toutes les premières consultations, alors, on prend le temps de prendre les antécédents, les traitements, les allergies, ça prend un temps fou. Mais ça, c'est les petites choses qui font que l'installation est toujours un petit peu compliquée, quoi. Quand on arrive à un endroit, que c'est une structure nouvelle, il n'y a aucun dossier, on a tout à créer, donc ça va être long. Je suis toujours fatiguée, j'ai envie de dormir. L'objectif, c'est que les gens ils sachent que quand c'est une urgence, ils voient quelqu'un d'autre,
qu'on soit un peu interchangeable, on a les mêmes dossiers, on a toutes les informations dans les dossiers. C'est sûr que pour les gens, ça va être plus difficile parce que les gens étaient habitués à voir le même médecin. Et ça, je pense que ça passera. Enfin, il y a d'autres expériences où ça se passe très bien. Vous travaillez beaucoup? Vous êtes ouvert le samedi et le dimanche aussi? Tous les jours? Tous les jours. Et vous travaillez tous les jours? Tous les jours. Vous n'avez jamais de repos? Non. Que quand vous partez au Portugal, l'été? Oui. Votre mari aussi, il travaille tous les jours? Oui, mon mari aussi, bien sûr. Il fait la... Moi, je fais l'ouverture et puis il fait la fermeture. Vous ouvrez à quelle heure? Je vais à 6 heures. Et lui, il ferme à quelle heure? Ah, ça dépend. 11 heures, minuit. Mais bon, le soir, je ne suis pas là. Le soir, je m'en vais vers 5 heures. Donc la personne qui vous aide, elle vous aide que pour le service du midi? Oui. Il vient de commencer, c'est un monsieur, mais bon, comme je n'ai jamais été très d'accord avec les hommes en cuisine, c'est un peu délicat, quoi. Donc je suis un petit peu maniaque, ménage, tout que ça soit bien propre. Et puis les vertiges, c'est souvent, quoi. Je voulais pas, je me dis peut-être... Alors, les vertiges, je pense, il y a plusieurs choses. D'une part, il y a la fatigue. Probablement que vous ne mangez pas assez. Vous buvez de l'eau dans la journée? Pas beaucoup, j'ai jamais soif. Ouais, mais il faut vous forcer. Il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Dans la dernière année de mon internat, j'ai fait des remplacements chez Didier. J'ai bien aimé le contexte, j'ai bien aimé les gens aussi. Donc je pense que travailler en milieu populaire et avoir la chance de pouvoir avoir cette réponse globale pour la santé des gens, c'est ça qui était motivant pour venir à Saint-Denis. Clairement, les jeunes médecins généralistes peuvent s'installer là où ils veulent. Même à Paris, on peut trouver de la place pour s'installer. Dans le 18e, il manque de médecins. Dans le 19e, dans le 20e, je pense aussi. On peut trouver très facilement des endroits où on peut s'installer ou reprendre des patientèles. Il y a plein de médecins qui s'en vont et qui ferment leur cabinet et il n'y a personne derrière. Si mon sens de l'orientation n'est pas trop pourri, je pense que c'est par là-bas. J'ai grandi à Noisy-le-Sec, c'est dans le 93. Et j'avais toujours eu dans l'idée, je sais pas pourquoi, de travailler dans le 93. Peut-être un jour, oui. Alors après, au Franc-Moisin, c'est encore plus particulier parce que je pense que c'est quand même plus pauvre au niveau des revenus des habitants, etc. Je pense qu'il y a énormément de chômage. Déjà, c'est une population qui est hyper sympa, qui est hyper variée et tout. Et en plus, tu as l'impression d'être encore plus utile, puisque tu vas travailler là où il y a besoin. Ouais, si ça doit être par là quand même. T'entends? Après, je me demande si c'est pas là. Bah, c'est peut-être mieux, oui, pour le... Voilà. Je dors pas. J'ai dit au docteur pour m'écrire quelque chose pour dormir. Et les médicaments, ils ne me les donnent pas. Pour dormir, là, sur l'ordonnance? Non, mais tous les médicaments, ils ne me les donnent pas, ils les gardent. C'est parce que Madame Messaille, sur l'ordonnance du docteur Catrice... Oui, Madame Messaille. Quand il est venu, il a fait la dernière ordonnance le 18 octobre. Il n'y a rien pour dormir. Non, on ne m'a pas donné. Non, mais c'est pour vous, ça, c'est mieux. Vous n'arrivez pas à dormir? Des fois, je ne dors pas avec la douleur. Les douleurs des épaules. Même maintenant, elle me tape le... Quand c'est la douleur qui empêche de dormir, il faut traiter la douleur. Oui. Il ne faut pas prendre un médicament pour dormir. Vous voyez? Maintenant, elle me tape même la main. Parce qu'il y a trop d'effets secondaires avec le médicament pour dormir. Trop d'effets secondaires.
Ah oui. Avec les médicaments pour dormir quand on est âgé. C'est ça le problème. Voilà. Vous êtes que remplaçant, docteur? Vous n'êtes pas là? Non, si, je suis là pour de bon. Non, je suis un des médecins comme le docteur Catrice, on s'est installés ensemble. Vous travaillez ensemble dans le même cabinet? Exactement. Et oui, à la place lui, santé, là, au rez-de-chaussée. Tu vas remplacer pour quelques mois ou tu es avec lui? Non, on est ensemble. C'est bien. On est 5 nouveaux médecins. Il y a le docteur Catrice, on est 5 jeunes. Ah, vous êtes 5? Et les autres, c'est pas spécialiste quoi? C'est des généralistes, tout le monde. C'est tout. Ouais. Mais il y a besoin. Le premier truc qui compte et qui est séduisant dans ce projet, c'est de ne pas être tout seul, de travailler ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de partager nos difficultés, de partager nos savoirs. On a tous des formations un petit peu différentes. Et c'est énorme de pouvoir compter sur une équipe plus large, de pouvoir discuter des problèmes entre médecins et avec les autres personnes de la place. Vous devez voir Augustine? Oui, avec Augustine, parce qu'avant qu'il rentre. Ah d'accord, alors allez voir Augustine. Sur 17h ou 16h. D'abord avec Augustine et on se voit après. À tout à l'heure. Vous allez voir à partir de maintenant défiler beaucoup de gens qui vont venir voir ce qu'on fait. Par exemple, il y a le président de la Haute Autorité de Santé qui veut venir voir ce que c'est. Il y a d'autres acteurs politiques. Il n'est pas impossible qu'on ait des personnalités politiques importantes qui viennent nous voir. Et puis des porteurs de projets qui, dans des banlieues, se posent les mêmes questions. Pourquoi? Parce qu'on est un des seuls projets en France, où il n'y en a pas beaucoup d'autres, on essaye de les recenser, où on va associer dans le même lieu cette démarche de soins et cette démarche d'accompagnement social à travers la médiation. Il y a peu d'endroits où ça se fait, il y a peu d'expériences aussi riches que la nôtre. Et donc, il faudra qu'on soit capables, tous, expliquer non pas simplement ce qu'on fait dans l'association, mais quelle est la nature de ce projet-là. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner, c'est que très souvent, centre de santé est assimilé à dispensaire, à médecine pour pauvres. C'est en effet un centre de santé, je vous demande à chaque fois de reprendre le terme, un lieu de santé qui veut tirer vers l'excellence. Et ça, c'est dans les valeurs, c'est dans les fondamentaux de la structure. D'ailleurs, les riches vont venir, et quand vous verrez les Mercedes, les Jaguars devant, voilà. Et le succès sera total lorsqu'une Rolls-Royce viendra au Franc-Moisin pour se faire soigner dans ce centre d'excellence. Quand vous entrez, vous avez ici ce qu'on appelle le café santé. Et là, moi je suis médiatrice santé, on travaille une fois par mois, je ferai une animation qui concerne, avec une de mes collègues, qui concerne la santé. Là en ce moment c'est sur la violence faite aux femmes. Et une fois par semaine on fait une mini-animation. Le but, c'est d'aller plus loin que les consultations qu'on fait dans un cabinet de médecine générale classique. Là, ce qu'on veut, c'est pouvoir proposer plus, c'est proposer des activités collectives, c'est proposer des repas avec des diététiciennes pour, quand on explique aux gens comment il faut faire à manger, le discours c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Si on leur fait une liste des choses qu'il faut manger et qu'il ne faut pas manger, ça ne marche pas. Aller faire le repas avec d'autres personnes et une diététicienne, ça va marcher, parce que ça, vraiment, elles vont voir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Les médiatrices, elles vont aussi nous aider sur le plan social. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes médicaux qui sont aussi psychosomatiques dans nos consultations de médecine générale. En grande partie, surtout dans les milieux dans lesquels on travaille, des problèmes sociaux. Donc je préfère envoyer quelqu'un chez la médiatrice qui va l'aider à, je sais pas, à avoir un peu moins de difficultés financières que de lui donner des antidépresseurs, par exemple. Vous avez l'estime de soi, c'est un atelier, on travaille sur l'image. S'aimer soi-même, comment on renvoie son image aux autres. Et on travaille en fait sur la beauté. Donc c'est un moment où les femmes se maquillent entre elles, s'épilent, on fait les ongles, on fait... c'est un moment de bien-être. Vous avez les horaires? Parce que je voudrais... Oui, je vais vous donner les dates, les horaires. Oui, vous avez... Et l'adresse? Oui. Tout est ici. Tout est ici. Tout est ici, sauf qu'on a un local où je dis il y a une cuisine équipée pour l'atelier bien-être ensemble. C'est ici, ça... Ce sont les femmes du quartier. Chacune leur tour, elles font un repas avec un thème de santé. Bonjour tout le monde.
pourquoi est-ce que tout le monde dit qu'il faut faire du sport, il faut faire de l'activité physique, il faut bouger, tout ça? Qu'est-ce que ça... Vider les calories. C'est bien pour le cœur aussi. Le corps. Alors, attendez, le cœur, Et puis tuer les calories. pour enlever les calories, donc ça permet quoi en général? Diabète, cholestérol. Diabète, cholestérol, Éliminer les toxines. les toxines, et on évacue quoi aussi quand on fait du sport? La sueur, mais on Le évacue stress, quoi? on évacue Ah. tout. Le stress. Le stress, ouais, stress, donc ça fait du bien à la tête. Ouais. Ça aide pour quoi d'autre? On a parlé tout à l'heure de l'arthrose, des articulations, les muscles. Ça fait muscler. Donc ça permet d'entraîner les muscles. Donc le cœur, plus on fait de sport, plus il est entraîné, plus il est costaud. Et les autres muscles, par exemple les muscles du dos, s'ils sont musclés, on va moins se faire mal. C'est-à-dire que tiens, j'attrape quelque chose par terre, je le soulève, c'est trop lourd. Si mon dos il est musclé, peut-être je me fais pas mal. Si mon dos il est tout mou, c'est tout de suite les vertèbres qui prennent, les disques. D'accord, le ménage ça fait bouger, mais quand on fait du ménage, on est toujours dans des mauvaises positions. Non, enfin, en général quand tu fais du ménage, tu passes l'aspirateur ou tu passes la serpillière, t'es comme ça. On se fait mal. Tu fais la vaisselle, il suffit que ton plan de travail soit un peu bas, tu te mets comme ça pour faire ta vaisselle. Toutes les activités du ménage, le problème c'est qu'elles sont pas très bonnes pour le dos. Et c'est pour ça que si ton dos il est musclé, il supporte. Si ton dos il est pas musclé, et ben tu te fais mal à la longue et tu as fini ton ménage de la semaine, tu as mal au dos pendant 2 jours. Et c'est moi qui fais le ménage. Donc elle est venue ce matin, Oui. pourquoi? Parce qu'elle Elle toussait. dort pas, ça fait une semaine, elle tousse et elle se plaint. Donc elle a mal, Oui. quelque part, mais où on ne sait pas. Elle dort pas. Depuis quand? Ça fait une semaine. Voilà. Elle s'allonge. Et d'habitude, donc elle n'est pas comme ça. Non, mais rien, elle est très calme et tout. Pour l'instant. Voilà. Je sais plus quoi faire. Elle se habituellement. Ah, j'en suis. Oui. Bon alors, C'est pas- je je vais vous avoue, je regarder. sais pas si- Attends, mais regarde. C'est ici que ça fait mal? Ça a l'air, hein? Ouais, ça a l'air de faire mal par là. Tu me montres? Montre-moi. Ouvre grand, grand, grand. Je pense qu'elle ouais, elle a une angine. On va faire le test pour les antibiotiques. Elle a déjà fait des angines. Oui. Là, ça devient encore pire en pire. Qu'est-ce qui devient pire? Il y a la toux, il y a la fièvre, après il y a les vomissements. Et là, j'ai remarqué, ça, c'est pas sa couleur de lèvres. Voilà, et la bouche, elle est chaude. Je l'ai dit à Lorraine ce matin, je dis, quand je mets ma main, je sentais que sa bouche, elle était vraiment chaude. À part l'angine, l'autre possibilité, c'est que ça soit les gencives. Parce que vous avez vu, enfin, moi j'ai jamais vu ces gencives avant, mais c'est rouge. Au niveau des dents aussi, c'est un peu rouge, un peu gonflé. Oui. Tout est rouge et gonflé en fait, D'accord. dans la gorge. D'accord. Bon, les antibiotiques, ça devrait marcher sur les deux. Elle boit de l'eau? Elle boit de l'eau. Ouais. Donc très très froid alors. Quand on a mal dans la bouche, ça soulage. D'accord. Ça fait du bien. Ok? On fait ça? Ça va aller mieux.
que ce soit toi, que ce soit les autres familles, si à la préfecture aujourd'hui, les élus réussissent à négocier avec monsieur le préfet, qu'on vous mette en hôtel en attendant que l'hiver passe, ne refusez pas. Vous faire sortir aujourd'hui au dehors avec ce froid-là, vous allez faire comment? Avec 2 bébés sous la main? Vraiment, j'ai de la peine pour vous. Hein. J'ai été sans papier et je ne vais jamais l'oublier de ma vie. Il faut garder la foi, il faut avoir confiance et une solution sera trouvée. D'accord? Un bon courage. Hein? Et il faut bien couvrir les enfants avant d'aller à la préfecture, ok? D'accord, ok, je vous embrasse et bon courage à vous. Allez, au revoir. La place, un bonjour. Tu sais lire, Lina, un peu, toi? Je sais lire. Écrire un petit peu. Écrire, je sais copier, là. Ouais, mais de bon. celle-là, je l'écris tout. Mais comme ça, pour sortir de ma tête, c'est rien de bien. Hein. Et lire... je mets moyen. Attends, pas moyen, hein, parce que moi, quand il y a les syllabes accrochées comme ça, voilà, ça y est. Bon, je mets quoi? Pas du tout? Pas du tout. Situation familiale ici. T'as tout préparé, les papiers? Ça, c'est bon. On fait le dossier de CMU. Voilà, là. Il me faut de novembre 2010 à octobre 2012. Toutes les fiches de paye. Un an en arrière. Bah, je te vois après, là, quand j'ai fini, je vais le voir. Ok, à plus. Je sais qu'avant tous mes papiers sont bien classés. Déjà, t'as démonté. Ouais, parce que ça fait Janvier. 2 mois ou 3 mois, j'ai pas classé mes papiers. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, t'as pas? La fiche de paye du mois d'août. C'est juste à côté de mes yeux, là. Tu sais, Zalia... Écoute, de toute façon, tu sais quoi? Ouais. Tu sais... Je crois qu'il va falloir que tu me reprennes un rendez-vous. Je vais te remplir le dossier et le reste, on va le faire en complément. Ouais. Comme ça, moi, je photocopie tout ça. Oui, d'accord. D'accord? D'accord. Faut qu'on essaye de faire ça avant la fin du mois parce que sinon, on va être obligé de refaire encore le dossier. Parce que le mois, il va passer, ça sera plus bon. Il faut absolument que les médiatrices, les jeunes médecins, les infirmières, les kinés, lorsqu'ils font du travail collectif, lorsqu'ils organisent l'offre de soins, ne soient plus considérés comme comme je disais, des militants, mais bien des professionnels qui font ça dans le cadre de leur travail. Parce que c'est la seule manière de l'inscrire dans la durée. Et pas personne dépendante. Il faut que ça continue en dehors d'un ménard, les quelques dizaines de médecins qui, dans ce pays, essayent de bouger les choses. On n'est pas si nombreux que ça. Nous, on partirons, il faut que les choses continuent. Et pour continuer, on ne va pas attendre qu'une nouvelle génération de militants existe. Il faut que ça soit reconnu comme un temps professionnel. Donc, c'est une revendication juste d'être rémunéré pour faire ce que moi je faisais bénévolement pendant 30 ans. Et je pense en plus de ça que ce n'est pas une bonne image que je donne. C'est-à-dire de la brèche sur la brèche de 12 heures par jour et qui donne l'impression qu'en dehors de mon engagement, entre guillemets, militant dans la médecine, je n'existe pas. Et les jeunes médecins, qui nous ont dit clairement tout de suite, travailler avec les médiatrices, c'est une ouverture, une richesse fantastique. Tout ça, ça nous intéresse, mais on veut être salarié et on veut travailler 35 heures, on veut vivre en dehors de la place santé. Et ils ont raison. Et t'en vois un peu moins des gens depuis qu'on est là ou ça change rien? Ah bah non, ça change rien. Ouais, t'en as toujours autant. Ah oui, ça n'a pas diminué, c'est même une fréquentation en augmentation. Donc c'est pas trop les gens de chez toi qu'on On voit. récupère pas du tout de patients de chez toi en fait. Et vous prenez plus du Si, la gynéco, tous ceux que j'envoie directement, ils viennent. Vous prenez plus Voilà, mais c'est pour des trucs. Ah, on prend plus de nouveaux, on prend plus de nouveaux. Je fais plus du tout de gynéco. Je crois qu'on a vu tous beaucoup de médecins de 50-60 ans en burn-out, fatigués. Plus ça va, plus t'as de monde qui vient. C'est un effet boule de neige. Et vraiment, nous, on veut pas ça. Et c'est vrai que le salariat, c'est vraiment une protection contre ça parce qu'il y a des horaires. La place santé, à 19h, elle ferme. La secrétaire, il faut aussi qu'elle rentre chez elle. Donc, on va pas continuer à avoir 10 personnes alors que la place est fermée. Ça, c'est vraiment le moyen de se préserver, je pense, le salariat.
Et puis, en dehors des aspects pratiques de comptabilité, que t'as pas de taper, etc., le fait d'être salarié, c'est une petite sécurité. Alors évidemment, quand tu bosses en libéral, travailler plus pour gagner plus, ça marche. Plus tu bosses, plus tu gagnes. Donc là, tu peux pas. Donc t'es plafonné, mais travailler 70 heures par semaine, moi jamais. On va essayer, mais ça c'est l'expérience Didier. Oui, non, mais je pense que c'est plus on a besoin de se parler. Oui, non, mais des dossiers, se rassurer. Oui, non, mais... Dans l'hypertension, quel traitement tu mets. L'idée c'est qu'on puisse se mettre d'accord un peu sur les médicaments qu'on met pour qu'il y ait une certaine logique, parce que les gens ils risquent